Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Jessica Pierbet sur le podcast Pourquoi pas moi. Tu la connais peut-être déjà sur les réseaux. Jessica est une femme brillante dans tous les sens du terme, avec un parcours qui prouve une fois encore que tu peux cocher toutes les cases, le bon poste, le bon salaire, les bons collègues et te sentir vide quand même. Après des études de commerce, elle suit une voie toute tracée, le marketing, les grandes entreprises jusqu'à devenir associate director à 28 ans. Et puis elle s'écoute, elle sent que sa place est ailleurs. Elle croit d'abord que c'est une question de lieu, alors elle quitte Paris pour Londres. Avant de comprendre que ça se joue beaucoup plus profond, elle est loin de sa zone de génie. Aujourd'hui, Jessica est sexothérapeute, thérapeute de couple et formatrice. Son truc à elle, remettre du vivant, rallumer la flamme là où elle s'est éteinte. Dans cet épisode, on parle d'alignement, de cette différence énorme entre ta zone d'excellence, ce que tu sais très bien faire, et ta zone de génie, ce pourquoi tu es vraiment faite. On parle d'intuition, de cette petite voix qu'on apprend enfin à écouter, et d'une idée toute simple, reprendre le choix au lieu de subir. Je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Jessica Pierbet. Bienvenue dans Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers. J'encourage les femmes à écouter leur petite voix, à se révéler et à choisir leur vie au lieu de la subir. Dans chaque épisode, tu découvriras un témoignage sans coupe, les vraies coulisses de celles et ceux qui ont osé et qui aujourd'hui sont à leur place. Et si toi aussi tu rêves d'une vie qui te ressemble vraiment, il y a la méthode alignée de Pourquoi pas moi, premier prix Psychologie Magazine. Pourquoi pas moi et toi, pourquoi pas toi ? Bonjour Jessica. Et salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Ouais, tu sais, quand tu m'as dit l'objet, il y a quelque chose qui s'est pop-up, c'est la bougie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime la lumière, parce que c'est doux, parce que c'est une flamme, tu vois. Et moi, il y a quelque chose que j'aime dans mes accompagnements, c'est remettre du vivant, euh, rallumer le feu, tu vois, remettre en mouvement. Et en fait, voilà, ce qui m'est venu, c'est la flamme, la bougie. Trop chouette. Est-ce que tu pourrais nous parler, avant de parler de tes accompagnements et de qui tu es aujourd'hui, où est-ce que tu as grandi? Écoute, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans à Madagascar. Voilà, puisqu'on me demande souvent aussi de quelle origine je suis. Je suis métisse indienne. Alors, j'adore quand on dit le Brésil, et cetera. Je suis très brésilienne dans l'âme. Je pense que voilà, je me suis trompée de pays. En tout cas, c'est mon pays de cœur, c'est le Brésil, mais je suis née à Madagascar et j'ai passé, mon enfance jusqu'à mes 10 ans. Ensuite, alors la question c'est où j'ai grandi ou comment j'ai passé mon enfance? Les 2. C'était la OK, question d'après. voilà. Et donc écoute, j'ai été, à Mada, ce que je retiens parce que, je ça laisse des empreintes aussi, hein, puis ses origines, c'est, la danse, le mouvement, le soleil, voilà du bien-être quoi et du soleil. Et tu étais quel type de petite fille? Très libre. J'étais une petite fille très libre avec, tu sais quand on se trimballe en culotte et alors j'accompagne aussi dans la sexualité, mais je pense que c'est mon essence même en fait, tu vois? Très dans le corps, avec, le petit débardeur qui tombe et puis, tu cours partout, voilà, j'ai mes parents, tenaient un magasin, voire plusieurs magasins et ils me mettaient sur le comptoir. Tu sais, ils me posaient, j'étais assise sur le comptoir et tous les clients venaient me parler, parce que je blablatais, parce que j'avais toujours beaucoup d'énergie. J'en ai encore beaucoup. Je voilà, j'en ai encore beaucoup, beaucoup d'énergie et très vivante, une petite fille très vivante. Et c'était quoi tes rêves de petite fille? Alors j'ai toujours été, je sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, j'ai toujours été la petite fille, heu, compréhensive, empathique. J'avais l'impression de lire même les adultes. Pourtant, j'étais une petite fille, très, très sensible à l'émotion, de l'autre et cetera. Et hem et en fait, j'étais toujours cette petite fille-là et mes rêves par contre, alors quand j'ai pas tu vois, quand je te raconte ça, j'ai l'impression que je suis la petite fille de 4-5 ans, tu vois? Mais quand je pense à la petite fille de 10-11 ans, alors déjà professionnellement, je voulais être chorégraphe.
Donc vraiment avec le corps qui bouge et cetera. Parce que moi là peut-être ceux qui me verront pas, ils me voient pas bouger sur ma chaise, mais déjà en mouvement, tu vois? Ouais. Et le mouvement me met en joie. Donc je voulais être chorégraphe, danseuse, je sais pas, je te parle du pro, mais parce qu'en fait, c'est le pro qui me vient dans les rêves. Après, je sais pas si c'est quand j'étais petite fille, ça s'est déjà développé, mais j'étais très curieuse et j'ai toujours, voulu voyager, découvrir, des cultures et cetera. Et au moment de tes ét donc là, du coup, tu me disais à 10 ans, tu as quitté Madagascar parce que tu es partie vivre? En France, du coup, OK. voilà, je suis partie vivre en France heu, Pourquoi? parce que quand on est à Mada, tu pas beaucoup mon père nous a tou voulait toujours qu'on soit éduqués et qu'on voilà, pour lui, ses filles étaient des patronnes, tu vois? C'est des chefs. Donc il y a toujours eu ce truc de, mes filles, c'est des patronnes, mes filles, c'est des tu vois, elles sont puissantes, quoi Trop et chouette. donc ouais, ça, c'est chouette. C'est quelque chose de vraiment qui nous a transmis et je pense que ça joue grandement aussi sur la confiance en moi, que j'ai en fait. Je pense que ça vient beaucoup de mon père, hein, qui voilà, qui nous disait des choses aussi, enfin qui me disait en tout cas des choses, très, qui avait confiance en moi clairement. Et là, en fait, l'idée c'est de quand on allait déménager, c'était justement qu'on soit éduqués, qu'on aille, alors il y avait un collège et cetera, mais mes sœurs et il y avait pas de tu vois, lycée, fac, en tout cas des choses vraiment chouette et c'était pour nous donner une chance vraiment de pouvoir, s'émanciper, de devenir des femmes avec, justement qui accomplissent leurs rêves professionnels. Ouais. Et vous êtes installés où en France? À Troyes, je sais pas si tu vois? Ouais, Si, si, tout à près fait. Si, si. ouais, près de C'est là où il Reims. y a tous les magasins d'usines. C'est ça, exactement, c'est connu pour ça. Toute petite ville et je me souviens encore la première fois que j'ai vu la neige, j'étais toute heureuse, avec les boules de neige et cetera, voilà. Comment tu l'as vécu ce déménagement? Hem, c'est marrant tes questions, elles sont profondes, j'ai jamais réfléchi. Heu Merci. Mmh. alors j'avais un amoureux enfin lui il était pas amoureux de moi, mais moi j'étais amoureuse de lui et du coup, je me souviens que je me suis dit: «Oh non, je vais plus voir David». Il s'appelait David Weiss. Bon peut-être qu'un jour il écoutera ce podcast, mais c'était mon truc en plus j'étais sa voisine, on habitait, à côté et je me suis toujours dit: «Oh, bah, David va pas, tu vois, va pas me voir, va m'oublier et cetera». Bon, je pense que clairement, je sais même pas s'il me voyait, mais c'était mon 1er truc et puis après, ça a été de l'excitation. Parce qu'en fait, ça a été de l'excitation de toute façon, de se dire: «Bah, on va en France, on va voir la neige, on va voir, la tour Eiffel», tu sais, dans ton imaginaire de petite fille, quoi. Ouais. Et ça s'est passé comment pour toi donc les études? Bah, je souffrais de dyslexie. Du coup, je prenais des cours de rattrapage, à l'école. Je pense que j'étais aussi, j'avais pas beaucoup d'attention parce que c'était très, alors moi je bouge beaucoup. Je suis très, voilà, très, 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 très dynamique et en fait, l'école était justement trop scolaire pour moi. J'arrivais pas à garder mon attention, je m'ennuyais en fait. Je Ouais, tu pouvais m'ennuyais. pas danser, tu avais pas le droit de danser sur ta chaise. Je pense que si on me faisait des cours d'histoire en pamped up, en dansant en même temps ou, tu sais, on met des chansons entre, pour capter aussi l'attention parce que moi, tu sais, je sais pas si vous connaissez le test Kolbe, je crois que c'est Kolbe ou Clifton Strength Test, je sais plus, mais Mmh. quick start. Donc, il faut que ça m'emballe tout de suite, quoi et quand c'est mou, j'arrive pas trop à rentrer dedans. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais avec la respiration, la lenteur et tout. Mais du coup, j'avais pas des difficultés scolaires, je dirais pas ça, mais j'étais un peu en retard par rapport à certaines personnes. Je prenais même des cours de lecture, tu vois? Et quand on est arrivé en France, mon père m'a pris «en main» entre guillemets, Mmh. parce qu'il voyait que je passais en 6e à ce moment-là et c'était dans mon passage CM2 6e, donc en plus j'étais un peu chez les grands, tu vois? Et donc mon père m'a pris en main et il m'a fait réviser et cetera. Il m'a pas lâchée, ça je serai toujours en gratitude parce que je pense que le fait qu'il m'ait pas lâchée, je me suis dit: «En fait, je suis capable». Peut-être que je vais devoir travailler un peu plus que les autres, heu, trouver des stratégies,
tu vois? Pour me concentrer, et en fait, après, j'ai cartonné. J'étais parmi les meilleurs élèves, et ça m'a donné vraiment confiance en moi en me disant: «En fait, quand je fais et si je fais, j'y arrive». Trop Voilà. chouette. Mmh. Et ça s'est passé comment du coup le choix des études pour toi? Les études supérieures? Ouais. Bah, au départ, si tu veux, alors j'adore ça aussi, ça fait partie de moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'académie pour les pros, parce qu'il y a une partie moi j'adore la sexualité, le corps et cetera, mais j'adore aussi le business, la stratégie et en fait, c'est une part, au départ, si tu veux, je j'étais pas dans la complétude, c'est-à-dire que je me suis mis, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé en Attends, marketing juste avant qu'on parle de ça, que qu'est pour donc du coup, tu as fait une école de profil. commerce? Ouais, j'ai Ouais. fait, oui pardon, j'ai fait une école, j'ai fait une business school en Angleterre. J'avais commencé par un DU ou ouais, je crois que c'était un DU, oui, un DU. Je crois que c'était un DU, global. Je saurais même plus te dire, c'est dingue. Ça fait longtemps. Oh, qu'est-ce que le temps il passe. Bon, c'était un truc sur 2 ans et puis ensuite, je suis partie faire un master, en marketing management, en Angleterre et j'ai adoré. Je suis revenue à Toulouse parce que je voulais quand même un master, en France et je suis partie à Toulouse. J'ai fait une année j'ai fait un IAE et j'ai fait une business school, pardon, en Angleterre et j'ai fait marketing management à l'IAE de Toulouse. Voilà et après, j'ai travaillé, dans de grosses boîtes, mais je pense que tu vas me poser la question. Ouais, vas-y, raconte-nous. Bah, là, il fallait trouver un stage de fin d'études. Et je m'embarque pour Paris et là, alors moi j'adore tout ce qui est, creuser, poser des questions, les stats et cetera. J'adore d'ailleurs, c'est mon métier aujourd'hui dans la sexo, le couple, l'accompagnement. J'adore, creuser en fait et donc là je trouve un stage chez Ipsos dans le OK, c'est département, bien ça. ouais, pré-poste publicitaire, donc l'aspect média. Moi il me faut du fun. Il me faut du fun, pour que je m'éclate, en fait. Donc, je suis allée j'étais prise dans le département pub et tu vois, c'est cool parce que quand tu fais de la pub, tu regardes, tu travailles avec des gros annonceurs et tu fais du post-test, du pré-test, post-test publicitaire pour voir comment le message va passer combien, tu travailles avec les agences pub pour voir combien est-ce que déjà la pub va fonctionner et est-ce qu'il y aura un retour sur investissement parce que le message sera bien compris et il y aura une incitation d'achat. Et ça comment ça s'est passé ces jobs en marketing? Parce que du coup après tu as enchaîné, tu t'es même un peu spécialisée si on peut dire dans l'univers du luxe? Exactement, c'est ça. Du coup, j'étais dans l'univers des alors j'ai beaucoup bossé dans des univers, peut-être un peu parfois masculins, tu vois? Parce que, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'alcool, champagne, Moët Hennessy et cetera. Et puis après, j'ai donc dans le luxe aussi et puis après j'ai travaillé dans une agence média et j'étais, spécialisée, chez Renault. Du coup donc les voitures. J'ai adoré, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment heureuse. C'était une période où je tu vois, avec, du recul, c'est-à-dire que tu sais sur le moment tu te dis peut-être quand tu as fait le tour, tu dis: «Tu es plus à ta place». Je ressens que en fait, j'étais à ma place, mais peut-être pas comme ça et cette part de moi, c'était une vraie part de moi, le marketing, les enquêtes, la curiosité, aller chercher et en fait, je le fais aujourd'hui. Donc c'est une part de moi qui était nourrie dans ces métiers-là, vraiment. Mais c'était pas au service de ce qui t'anime au plus profond de toi? C'est ça. Voilà, moi, ce qui m'anime, c'est l'humain, c'est la transformation et bon, là, on transformait des business, si tu veux. Il y avait voilà, mais c'est pas la même chose que de voir une transformation, profonde chez quelqu'un. C'est ce que je dis, tu vois, dans les accompagnements que je fais, c'est pas forcément de changer de métier, c'est de savoir quelle est ta raison d'être, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi et mettre, en fait, finalement, tes talents, tes compétences au service de ça. Donc ça peut être changer, d'entreprise, changer de secteur d'activité, ou même rester dans ton entreprise et apprendre à réaimer ton travail parce que tu sais vraiment ce qui est important pour toi. On n'est pas obligé de tout changer comme, on l'entend un peu partout sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement.
Mais toi, du coup, tu as eu besoin de changer. Qu'est-ce qui a fait, et comment ton corps a commencé à s'exprimer où tu t'es dit: «En fait, là, c'est plus ma place»? En fait, je me souviens d'un soir où je suis sortie du boulot. J'ai explosé en sanglots. Il était 20 heures. Je travaille beaucoup et moi j'ai toujours été très investie professionnellement. Enfin je suis à 100, voire à 110, tu vois? Voilà et si tu veux, je terminais tard, heu et je me suis dit je faisais des tableaux Excel et là je me suis dit, «Qu'est-ce que tu fous là?» J'ai eu un truc de et pourtant j'adorais mes collègues, j'adorais ce que je faisais, mais il y avait un truc complètement désaligné. «Qu'est-ce que tu fous là?» Et je suis en train de penser à ce que à quelle période de ma vie c'était et je crois que je venais aussi ou je pense que je m'étais séparée aussi avant, Mmh. tu Tu vois? avais quel âge? Heu, Entre 26 et 27. Ouais, Heu, donc jeune, jeune. ouais, jeune et j'étais déjà, en fait j'étais passée. Alors attends, parce que je suis en train de me faire la chrono. Alors je suis désolée, c'est pas des choses auxquelles je réfléchis tous les jours. Je fais la chronologie. En fait, ça, j'explose, d'accord? Je sors voilà, du bâtiment, il est 20 heures, j'explose et là, je me dis: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Je ne capte pas que je vais changer de voie. Je pense qu'il faut que je change de pays, parce que moi, je suis globe-trotteuse, que je change de boîte, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me sens désalignée, mais je me dis: «C'est peut-être la boîte, c'est peut-être le secteur, faut que je change et cetera». Donc là, je me barre, je pars à Londres et je me fais embaucher à Londres, parce que, voilà, je trouve, un concurrent, en fait. Je vais chez le concurrent à Londres, je suis prise et en fait, moi, je monte très vite. Comme je suis très investie, je monte très vite tu vois, de grade, quoi et donc là, j'étais, associate director, à Londres et je devais avoir, 28 ans, tu vois? Et je me dis: «Allez, là, tu vas être associate director, après tu vas être director, après tu vas être director department director», tu vois? J'étais là en train de me faire truc à la City et tout, enfin, tu vois le projet, tu dis: «Allez, c'est bon, là, tu as ton truc, à Londres, ton appart de ouf et tout» et à ce moment-là, ouais, quoi, j'étais assez fière de moi, tu vois? Et en fait, je tiens pas. Je tiens pas, je tiens 1 an, je tiens 1 an. Et je me souviens, j'avais fait mon fichier Excel où je me dis: «Là, Jess, il faut que tu partes, mais que tu te coupes de ce métier, en fait. Qu'il faut que tu ailles dans un endroit où personne ne te connaît». Quand tu dis, «Je ne tiens pas», ça veut dire quoi? Comment? Quand tu dis: «Je ne tiens pas» ou «Je tiens 1 an», ça veut dire quoi? Il se passe Je quoi ou tiens pas? 1 an, je me demande toujours, «Qu'est-ce que je fous là?» C'est pas ma place. En fait, c'est que je ressentais intérieurement que c'était pas ma place, tu vois? Et je le ressentais, j'étais pas alignée, en fait. Tu pouvais le faire, mais c'était pas ta place. C'est ça, exactement. Je pouvais le faire et je le faisais très bien. Je pense qu'il y a des gens et même mon boss n'a pas compris. Mes boss, à chaque fois que je partais, n'avaient pas compris, parce que je pense qu'ils avaient des grands projets pour moi et ils comprenaient pas parce qu'en plus le truc c'est que je suis surinvestie quand je travaille et j'ai des bons résultats et j'étais promue, et les tu vois? Et en fait, c'est que je peux le faire, je peux très bien le faire, mais ce n'est pas ma mission. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es dans ta zone d'excellence, mais tu es pas dans ta zone de génie. Exactement Mmh. et ça m'a trop parlé. Je sais pas si c'est toi qui l'avais partagé d'ailleurs, mais oui, je pense C'est quand parce on qu'on était on a participé ensemble à une conférence, à Nantes toutes les 2, la Free Party et en effet, oui, j'avais partagé cette notion de zone de génie et de fait de savoir le pourquoi, en fait. Si tu connais pas ton pourquoi, il y a un moment donné, ça va sonner creux et donc vraiment l'enjeu, c'est de découvrir quel est son pourquoi et qui oui, on est. Parce que, si tu sais pas qui tu es, il y a un moment donné, en fait, tu vas te sentir vide. exactement, c'est ça, Mmh. exactement et j'ai vraiment senti ça, j'ai vraiment senti, c'est ça, c'était vraiment le mot vide. Vide, triste en fait, d'une tristesse
Et tu sais, en fait, c'est un fond de tristesse et tu t'accoutumes un peu de ce fond de tristesse. Heu, Ça devient une normalité. Tu vis avec, enfin moi je vivais avec plusieurs années je pense, hein, tu vois? Et je tenais et puis tu sais, il y a la raison qui dit que tu as le bon job, tu as le bon job, c'est bien payé, tu as tes amis, tu as des collègues sympas, tes boss, ils sont cool, en plus ils croient en toi, ils te donnent des responsabilités. Pourquoi tu vas te plaindre en fait? Et puis pour aller où? Pour faire quoi? C'était ça vraiment, pour aller où? Pour faire quoi? Et là, en fait, je prépare le terrain. Je me dis que là, alors j'avais des économies de côté et là, je prépare le terrain et je fais mon fichier Excel avec, combien de temps je peux vivre, combien de temps je peux tenir, sur 1 an. Et donc je fais mes calculs. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi je suis une éternelle, j'adore me challenger. Donc je me dis, quand même, si je pars quelque part dans un pays et que je voyage, je vais pas juste voyager quand même. C'était déjà trop, tu vois? Il faut une utilité quelque part. Donc je décide de faire un MBA en gestion d'entreprise au Brésil, à Rio. Il y avait l'option anglais ou portugais. Je savais pas parler un mot de portugais, hein. Eh ben, j'ai choisi, j'étais la seule, Portugais. bah, bien sûr, Ah ah oui. bien sûr. Pour Et puis pourquoi il faire s fallait que j'aie mon pourquoi faire simple? MBA. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais, parce que je me suis dit: «Non mais je vais m'ennuyer là, si je fais pas ça». Et là, boum, je vois tout ça, je file Madème et je suis prise. Alors en plus, il fallait le visa et cetera et je suis prise. J'étais toute contente. Pour moi, je savais que il y aurait un avant et un après, mais je sais pas ce que ça aurait été l'après. Je reste toujours dans le même domaine, entreprise, tu vois, tu as la finance, le management, le marketing, le business plan, tout ça. Enfin voilà, je reste dans ce monde, hein, quand même. Et d'ailleurs, bah, j'ai 3 entreprises aujourd'hui, hein, donc il y a pas non plus de, hein, c'est pas, voilà, il y a pas de secret, mais ça m'a beaucoup servi et ça me sert toujours. Mais là, je pars et c'est super, quoi. Donc là, du coup, tu finis ton MBA, c'est quoi la suite? Je termine mon MBA, et là, ah oui, et là, bah, je me cherche. Enfin, je me cherche, je me cherche pas, mais je me demande ce que je vais faire quand même. Alors moi, j'avais très envie de rester au Brésil. Quand je te le dis, c'est, meu país de coração, c'est mon pays, de cœur, tu vois? J'écoute de la bossa nova, tous les jours. Je me sens brésilienne dans l'âme et je voulais rester au Brésil, mais il fallait un visa. Donc c'était compliqué. Donc là, je fais un stage avec une pote brésilienne, qui me prend. Alors j'ai travaillé avec des potes, du coup brésiliennes, qui étaient au Brésil, dans leur, département marketing. Mais bon, je pouvais pas rester, quoi. Voilà, je pouvais pas rester, elle pouvait pas embaucher non plus. Et là, donc mais il y a quelque chose que j'ai pas dit quand même, parce qu'entre temps, avant de partir au Brésil, je rencontre quelqu'un. Tu sais, là où tu te dis, «Bon, de toute façon, allez, je m'attache pas, je pars bientôt, je pars dans 1 mois», et là, tu rencontres quelqu'un au moment de partir. Et là, je rencontre quelqu'un et bon, bah, je lui dis: «Tu sais, moi, mon projet, c'est de partir au Brésil, je suis inscrite, j'attends mon visa». Sauf comme tu as 0 enjeu, tu es complètement toi-même et d'ailleurs, même si on avait un enjeu, l'idée, c'est quand même, voilà, mais en tout cas, moi, j'étais complètement moi-même et là, boum, on tombe amoureux et je lui dis bien: «Tu sais, moi, je m'en vais». Et il me dit, alors c'était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie et qui me dit: «Non mais t'inquiète pas, je viendrai te voir, je viendrai te voir». Bon, je pensais qu'il rigolait, tu vois? Je me suis dit: «Bof, il va me coulier, il va pas venir me voir». Non! Le mec, il fait l'aller-retour tous les 15 jours. Waouh! C'est dingue, hein? Il faisait l'aller-retour tous les 15 jours. Bon, à un moment donné, on a même pris un appartement ensemble au Brésil. Alors lui, il avait ses sociétés, son activité en France, mais on fait ça et là, waouh, quoi. Là, je me dis, «Oh merde alors» et il le fait vraiment. Donc on est restés ensemble le temps de, enfin, ouais, on était ensemble, mais il habitait en France et donc et c'était pas dans ses projets de vivre au Brésil. Donc là, en fait, je décide de rentrer. Je décide de rentrer. Il y avait le fait que j'avais pas le visa, mais en plus, j'étais encore très amoureuse, enfin très amoureuse et donc je rentre
Et en fait, je savais, alors moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, et je pense que c'est le fait d'être cloisonnée, de pas pouvoir faire ce que je veux. Moi, j'ai plein de projets, plein de créativité, et le fait de demander à la hiérarchie, c'était trop compliqué pour moi. Moi, j'ai besoin, j'ai un projet, tic tac, boum boum, je le mets en place, tu vois? En plus, je vais vite, hein. Je suis quelqu'un qui va vite dans la mise en œuvre. Et là, en fait, je, ah oui, voilà, c'est ce qui s'est passé, parce que je suis en train de me dire: «Mais d'où c'est venu cette opportunité?» Mmh. Je fais un Blablacar, enfin je prends un covoiturage, donc c'est moi qui suis «passagère» entre guillemets, Mmh. et je fais un Blablacar et un Paris-Londres, et pendant ce blab C'est original, Paris-Londres en Blablacar, je pense qu'il y en a pas des masses. ouais, je sais pas pourquoi j'ai Ouais. fait ça. Peut-être qu'il y avait une grève des trains, j'en sais rien, que je devais être à Londres, mais je fais un Blablacar, et la personne qui conduit, bon, voilà, moi je suis quand même assez, je suis très sociable, donc je discute beaucoup. Enfin, je m'intéresse, je suis très curieuse, et il me dit, «Ah, est-ce que tu connais le MLM?» Tu sais, alors moi, je savais pas ce que c'était. Maintenant, on me dit ça: «Oh!» Tu vois? Je me dis: «Voilà». Mais il m'explique, «Tu sais, tu es à ton compte, c'est, les produits que tu vends, pour une autre marque, et cetera». Bon, à l'époque, moi, je venais de rentrer du Brésil, quoi, je savais pas trop quoi faire, et je lui dis: «Bah, écoute, je veux bien tester les produits», et en fait, je me suis emballée dans le truc. J'ai créé mon équipe, et cetera, et j'étais Des parmi, produits de quoi? de santé, compléments alimentaires pour gagner en énergie, et cetera, et je me suis fait, tu sais, t'as des bah, je t'ai dit, moi, quand je fais quelque chose, je fais à fond. Donc en fait, même enfin, du coup, ce truc-là, je l'ai aussi fait à fond, et là, je me retrouve, heu, très vite à la tête d'une équipe, et puis, bah, je bosse bien, quoi. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie, je bosse bien, j'ai un profil entrepreneurial, et cetera. Donc je suis plutôt au top, je réussis pas mal. Mais booster les gens tout le temps avec l'équipe, ça m'a saoulée, parce qu'en fait, il faut que tu sais, tu as un espèce de truc là où tu as des gens, et puis, tu as ceux qui font quelque chose et tu as ceux qui font rien, et moi, autant dire que ça, c'est pas mon kiff. Donc j'en ai un peu eu marre de porter, et puis, bah, je me suis donc il m'a parlé de ça. Moi, j'ai quand même fait ça, je pense plusieurs mois, hein, voire un an, je crois, hein. Mais clairement, ça m'a beaucoup challengée au niveau entrepreneurial, management, vision. Je faisais des présentations devant, 300 personnes, 400 personnes, j'allais à des gros événements, et en fait, ça m'a appris aussi, alors je le faisais déjà quand j'étais dans les grosses boîtes, des presses devant, en plus, tu sais, des voilà, les big boss là, tu vois? Alors que j'étais toute jeune, un peu intimidée, tu vois? Mais bon, je faisais déjà des prêts, mais là, c'était voilà, des grosses confs internationales et tout. Donc j'ai voilà, je ça m'a permis aussi d'encore plus de développer de la com, et puis après ça, une personne dans l'équipe, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai toujours je t'ai dit que je voulais être chorégraphe, Mmh. et à l'âge de 16-17 ans, je voulais être sexologue. Ah, parce que ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. En Ouais. fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'intime, et je sais pas, tu m'as dit: «Tu étais comment quand tu étais petite?» Mmh. Et je t'ai dit: «Bah, j'ai toujours été très curieuse, très empathique, très sensible, très connectée aux émotions des autres, et cetera», et en fait, je coachais, ou je co tout le temps les copines, les amies, c'est toujours celle qui écoutait, et toujours celle qui donnait, qui disait ce qu'il fallait faire, qui, tu vois? Poser des questions, et cetera, pour aider, et en fait, je me suis lancée dans le tantra. J'ai adoré le tantra, ça m'a beaucoup parlé. Après, moi, je suis une C'est quoi le hypersensible. tantra? C'est une philosophie bouddhiste qui nous vient du nord de l'Inde, où, tu fais les choses en conscience. D'abord, j'ai fait alors moi, j'adore le toucher, j'adore le corps, et j'ai fait un cursus de massage ayurvédique. Je pense que c'était déjà pour moi, pour me poser, pour me calmer, pour être dans le toucher. Ensuite, je me suis formée au tantra, tantra C'était quand global. ça, du coup? C'était quand? Oui, quand est-ce que tu t'es formée au tantra? C'était en 2000, si je devais te donner en date, c'était en 2016.
La période que je suis Donc en train de te partager, après, OK, donc c'était après le après, Brésil, après le MLM. Ouais. alors attends juste un truc avant qu'on tu nous racontes, bah, le fait qu'en fait, tu étais en train de devenir, bah, sexothérapeute. Quand tu as 16 ans, comment tu connais le mot de sexologue? Qu'est-ce qui te fait, dire: «J'ai envie de faire ce métier»? Parce que, c'est pas, j'ai interviewé plus de 200 personnes et j'ai déjà interviewé une sexothérapeute, mais, c'était pas son rêve d'enfant. Elle savait Mmh. pas que ça existait. Ouais, parce que alors, c'est pas un secret, mais moi j'ai souffert d'abus et voilà, j'en parle maintenant, il y a pas de problème. Enfin, il y a jamais eu de problème d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un sujet tabou et au contraire, j'accompagne et je délie aussi, les langues et j'accompagne dessus et si tu veux, j'ai voulu comprendre, je pense. Mmh. J'ai voulu comprendre moi-même, bah, j'avais besoin de me réconcilier avec mon corps parce que j'étais en dissociation. Et en fait, ce chemin et cette volonté de compréhension, c'était déjà pour moi. Mmh. Tu quel âge, si c'est pas indiscret? Quand j'ai vécu ça, Ouais. en fait, il y a eu plusieurs fois parce que le problème, c'est que quand tu es, quand tu as un abus quand tu es enfant, petite, il y a des choses où tu n'as plus les limites et les règles. Tu ne sais plus en fait, tu n'as pas de repères, tu n'as pas les bons repères et donc tu ne bah, en fait, c'est pour ça qu'on dit que parfois les personnes qui ont été abusées, c'est celles qui sont le plus abusées, tu vois? Ouais. Ouais, c'est là j'ai fait une interview, absolument passionnante avec, Christelle Petit-Colin que tu connais peut-être, Mmh. sur les manipulateurs. Alors là, on parle pas, d'abus sexuels, mais en tout cas, quand même enfin, d'une sorte d'abus, en tout cas psychologique et d'un jeu psychologique et c'est vraiment ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, tu n'es plus capable de savoir que ce que tu vis, ça n'est pas normal Mmh. et c'est pour ça que en fait, que tu es sous emprise. C'est vraiment, ce truc que tu ne sais pas qu'en fait, ce que tu vis, ça n'est pas normal, mais bon, tu as quand même plein d'éléments qui te font dire que c'est pas normal, mais ta conscience, enfin ton conscient n'est pas forcément, au clair là-dessus. Exactement, exactement et surtout, bah, en fait, tu ne sais plus, parce qu'en plus tu le dis pas quand tu es petite. Tu le dis à personne, tu le gardes pour toi, tu vois? Et puis, après, c'est de nouveau arrivé quand j'avais, 15-16 ans. Pareil, tu gardes pour toi parce que tu as trop honte. Tu sais puis tu te dis que c'est de ta faute, que tu l'as cherché, que donc si tu veux, c'était des répétitions de schémas après comme ça et forcément moi mon corps il bah, le corps a une mémoire et en tant que jeune, en tout cas femme en devenir, je voyais bien que j'étais en dissociation et cetera. J'avais pas j'utilisais pas ces mots bien évidemment, Oui, bien sûr. tu vois? Mais si tu veux, j'avais besoin de comprendre pourquoi les gens qui font ça, pourquoi ils le font? Heu L'impact que ça a sur moi et cetera. Donc il y avait déjà cette curiosité sur la sexualité clairement qui vient de ma propre histoire perso. Ouais, de toute façon, c'est souvent le cheminement, tu as souffert de quelque chose, tu as besoin de comprendre et de protéger derrière, et de protéger derrière. C'est ça, exactement. Oui, c'est une part protectrice mais Mmh. qui est énorme quoi, tu vois? Et voilà et par contre, je voulais pas être juste sexo, dans le médical et cetera. Moi, pour moi, la sexualité, comment je l'aborde, c'est un symptôme. Si je suis en dissociation, que j'ai des dyspareunies et des douleurs, c'est parce qu'il y a eu de l'abus. Si, j'ai des problèmes de couple parce que, je sais pas, il y a eu une infidélité, j'arrive pas à ouvrir le cœur. Tu vois, il y a des choses comme ça, si tu veux, donc Oui, c'est d'aller creuser derrière, qu'est-ce qui se cache derrière parce que, enfin moi c'est ma croyance profonde aussi, hein, c'est que quand, il y a une situation, il y a le corps qui s'exprime d'une certaine façon, mais c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est derrière. Si tu as mal à telle dent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pour que ça soit telle dent qui est pris. exactement, Mmh. exactement. Et voilà, en tout cas, ça ça a été un peu mon déclic. Ça a été, de vouloir comprendre et puis après, vu que je voulais être chorégraphe quand j'étais petite et que je suis très, très connectée à mon corps, d'où cette connexion aux émotions aussi d'ailleurs. Je me suis dit,
ben, il faut que faut que c'est ma zone de génie, en fait, tu vois, le corps. Donc Mais pourquoi c'est du coup, pourquoi au moment quand tu avais 16-17 ans, enfin au moment de choisir tes études, donc tu disais tu étais partie faire une business school, qu'est-ce qui a fait que, tu n'as pas écouté ta petite voix à cette époque-là? bah, déjà, je me disais qu'il fallait il fallait faire des études de médecine dans ma tête, alors que c'est pas le cas. C'est si tu veux être sexologue, médecin, oui, mais en fait, sexothérapeute, thérapeute de couple, non. En tout cas, aujourd'hui. Et aussi, je pense que déjà, je n'osais pas le dire. Je vois pas comment je l'aurais dit à mes parents. Ma mère, elle m'aurait dit, ça enfin, je pense que je sais même pas. Mais quand j'ai laissé mon MBA, enfin quand j'ai laissé mon job, parce qu'il y a aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est enfin, j'ai travaillé chez IBM aussi en tant que chef de projet, à Londres et à Paris et si tu veux, j'avais un poste, voilà, pour rentrer là-bas, c'est chaud, quoi. Donc quand j'ai dit ça à ma mère que je quittais pour faire, le tantra, elle me dit pour faire ma chaîne YouTube et cetera, qui a cartonné d'ailleurs, tu vois? Elle me dit: «Mais je comprends pas ma chérie, pourquoi tu fais ça? Tu as fait un MBA». Voilà et donc imagine à 16 ans, alors que là j'étais quand même un peu plus âgée, tu vois? Oui, parce que il y a il y a la reconversion, parce que déjà la reconversion, déjà ça fait peur aux parents, mais là c'est la reconversion. En plus on parle de sexe, donc c'est encore un autre niveau, potentiellement pour les parents. Ouais, c'est vraiment, tu vois, j'accompagne beaucoup de personnes dans l'académie justement, on en parlait, tu vois, des personnes en reconversion, pardon et en fait, le gros sujet quand tu fais de la sexothérapeute, c'est, tu dois déjà ça parle de toi et du regard des autres que tu vas dépasser, que tu vas devoir dépasser, Mmh. c'est une enfin il faut assumer cette nouvelle identité. Ouais, C'est un shift identitaire, tu vois? ouais. Et c'est pas facile, en fait, ce shift identitaire d'assumer, et puis, en plus, quand tu démarres, hein, les doutes des autres peuvent, avoir un impact sur ta confiance en toi. Bien sûr. C'est vraiment super dur, quoi. Mmh. C'est ce qu'on Mmh. dit, hein, c'est, «l'avis, L apostrophe AVIS, des autres n'est le reflet que de leur propre vie». Exactement, complètement, complètement. Mais bon, il faut être suffisamment, en confiance vis-à-vis de qui on est et que c'est ce qu'on a envie de faire pour pouvoir justement, ne pas avoir à souffrir de ça. C'est comme ça, en fait, que c'est comme ça que moi, personnellement, je l'ai dépassé. Alors, à l'âge de 16 ans, j'aurais pas pu puisque je me connaissais pas. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Je savais que j'avais cette fibre, cette sensibilité entrepreneuriale et cetera que j'ai toujours et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plusieurs sociétés et que j'adore accompagner dans la reconversion pro et développer une activité, mais parce qu'en fait, ça fait partie de moi tout simplement. Je suis pas la formatrice classique, je suis la formatrice avec tous ces tu vois, toutes ces casquettes et qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était mon unicité et que c'était aussi une zone de génie et d'accueillir ces parts-là de moi pour que je me sente complète et que finalement c'est mon unicité et que si on me choisit en tant qu'accompagnante, bah, c'est aussi pour ça. Alors qu'au départ, en plus, quand tu fais ce shift identitaire, il y a une partie en tout cas moi comme ça c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si je devais, heu, éteindre ou enlever une partie de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Comme Oui, si ça mmh, en fait, tu es multipotentiel, il te faut du sens et il faut pouvoir, alimenter tous ces feux intérieurs en toi et parce que sinon tu t'éteins et tu deviens vide comme on en parlait tout à l'heure. exactement, Mmh. c'est ça. Et à partir de quand, du coup, tu t'es dit, est-ce que, c'était un jour, tu t'es réveillée en disant: «Oh, en fait, je veux devenir sexothérapeute»? Est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait le cursus d'Ayurveda. Ensuite, j'ai eu, des personnes, voilà, qui voulaient prendre soin d'elles. J'ai adoré alors moi, je suis métisse indienne, hein. Je l'ai dit tout à l'heure hein. Et donc l'ayurveda, le tantra, moi quand j'étais Les racines? bébé, ouais exactement, quand j'étais bébé, on me massait, on masse les pieds, on masse le ventre, je suis baignée dedans. Donc j'ai après j'ai fait le cursus de tantra et j'ai adoré faire des ateliers de massage tantrique. J'ai accompagné dans le tantra et les personnes, naturellement vu que je quelqu'un qui vient pour un massage tantrique peut souffrir, de manque de lâcher prise, peut souffrir d'un problème d'érection, d'éjaculation précoce, suite à une ablation de la prostate ou un cancer du sein et que tu as besoin de te reconnecter à ton image corporelle.
en tout cas te reconnecter à ton corps, des personnes qui souffraient d'anorgasmie. J'avais des personnes qui souffraient de troubles sexuels ou de confiance en elles, qui avaient une baisse de désir, donc se reconnecter à cette énergie sexuelle. Donc si tu veux, petit à petit, j'ai «appris» entre guillemets, les troubles sexos avec mes clients. Et là, je me dis, OK, il y a un besoin à cet endroit-là. Et donc j'ai allié tantra et sexothérapie. Je me suis formée en sexothérapie en sexologie positive en France. Et donc j'ai commencé à accompagner en faisant les 2. Parce que, voilà, j'avais pas envie de me déconnecter aussi du corps et de l'approche psychocorporelle qui fait partie de ma zone de génie. Et je me suis dit: «Non, ça fait partie de toi» et cetera. Et puis je me suis sentie un peu limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais arrêter le tantra, en tout cas l'accompagnement par le massage, parce que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais quand tu crées une vie de couple et que tu travailles dans ce milieu, dans l'intimité au global, hein. Même en tant que sexo, hein, c'est comme j'imagine, tu vois, bon enfin sexologue, gynéco, on est dans des métiers intimes, tu vois? Et c'est pas un métier qui est toujours compris par tout le monde. Les gens ne savent pas ce qu'on fait, tu vois? Et clairement, même ton conjoint peut se poser des questions sur qui tu reçois. Si par exemple, je sais pas, j'ai un homme qui souffre de problèmes d'érection et je le reçois dans mon cabinet, quelqu'un qui est pas sécure peut se dire: «Mais, tu Ouais. tu vois?» Et après, c'est ça se démocratise de plus en plus, mais là, je te parle de, il y a 12-13 ans. Mmh. On n'était pas à ce niveau d'ouverture d'esprit. Donc, encore moins au niveau du tantra. Donc déjà c'est énergétiquement, bah, c'est fatigant, hein. Je veux dire, l'accompagnement, psychocorporel, j'étais énergétiquement plus fatiguée et puis, c'était plus dans mon dans ma vision et dans mon projet pro. Voilà. Je continue Tu ou avais tu as besoin ouais, vas-y. Ouais, ouais, tu avais une besoin d'évoluer dans ta spirale. Ouais, exactement. J'avais besoin d'évoluer, de rester, toujours dans l'accompagnement, dans la sphère intime et de faire différemment. En fait, c'était sous une autre forme. Mmh. Et je pense que parfois, en tout cas, bon là, quand j'ai changé, mais c'est pareil finalement quand, j'ai basculé de l'entre de le de du salariat à l'entreprise, bah, finalement là, tu vois, je fais de la com, je fais du management et cetera, puisque j'ai des entreprises. Mmh. En revanche, c'est sous une autre forme. Ouais. Oui, qui correspond à tes besoins. Et tu disais donc, tu as 3 entreprises aujourd'hui? Oui. Oui, alors j'ai 2 entreprises plutôt d'exploitation puisque l'autre c'est une holding. J'ai, ma société, d'exploitation, du coup, que j'ai démarrée en 2016, ça fait 10 ans. Et alors avant j'étais en auto-entreprise, donc j'ai basculé en entreprise il y a 10 ans. Et j'ai une SCI puisque j'ai investi aussi dans l'immobilier. OK. Voilà, donc j'ai aussi cette casquette-là, d'entrepreneur, d'investisseuse maintenant, ouais, qui me prend pas mal de temps aussi. C'est, bah, pas mal de temps qui me font grandir, c'est pas toujours des je dirais pas que cela c'est ma zone de génie. Non, je crois pas. Mmh. Ma société d'exploitation est au service de ma zone de génie. En revanche, la société immobilière est plus au service de mon patrimoine et de ma construction patrimoniale. Ouais. Et dans aujourd'hui donc tu as commencé, ton cabinet, tu étais à Paris et Oui. tu as déménagé. Et j'ai déménagé, exactement. J'ai commencé à Paris. C'était très chouette parce que ça a très vite pris. J'ai développé ma chaîne YouTube, j'étais sur les réseaux sociaux, les médias se sont très vite intéressés à moi. Ouais. Donc je suis passée, sur plein de médias différents. Les beaux Hem, médias français. Mmh. ouais, les bons médias Mmh. français qui ont voilà des décuplé mon audience aussi, hein, parce que clairement un passage Ouais, bah, média, ouais, voilà. c'est les bons coups de pouce. Le passage télé, fait un bel effet. Ah exactement, exactement. Et puis en fait, comme j'ai cette liberté de parole, pour moi il y a pas de tabou. J'ai toujours été, tu vois, je pense à la petite fille libre. La petite fille libre, elle parle, elle dit les choses. Elle est libre. Mmh. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as décidé de rejoindre le bassin d'Arcachon? J'ai suivi, alors moi je pendant le covid, je voulais partir, mais je savais pas où. Et en fait, j'ai suivi un conjoint, dans le sud-ouest. Au départ, je voulais partir du côté de Nantes, parce que j'ai de la famille, tu vois, en Vendée.
et Paris-Nantes, ça se fait très bien puisque bon, Paris, ça reste quand même quelque chose d'important, pour le boulot, hein. En tout cas pour moi et en fait, je suis partie dans le sud-ouest, j'ai suivi et puis, voilà de ricocher, de j'y suis j'ai Ouais. puis je me suis installée là. Après, j'ai mis du temps à m'accoutumer, mis du temps. Pourquoi? Parce que c'est plus calme, Ouais. parce que c'est plus calme, surtout en hiver et quand on parle d'alignement, c'est, quel est le lieu idéal pour moi, par rapport à mon énergie, tu vois? Mmh. Mmh, Je vois bien. voilà. Donc je pense C'est que pour tu ça que vois, quand c'est pour ça que j'ai choisi Marseille. c'est ça, c'est en fait, c'est un alignement global, en fait. C'est ça. C'est, qu'est-ce que tu fais? Enfin, que quoi? Où? Comment? Enfin, c'est Pourquoi? pourquoi? Carrément. C'est des choix d'alignement, voilà et puis tu te cherches encore un peu, tu vois? Par exemple, là, je me dis, enfin, j'ai pas t tu vois? Même le lieu de vie, je sais que j'aime, mais est-ce que c'est vraiment mon lieu de vie? Parce que finalement, en fait, quand tu sais pas trop, moi, je suis beaucoup en mouvement et je suis et quand je sais pas, je laisse l'autre, choisir Mmh. et en fait, je me dis: «Bah, après, je verrai bien comment je me sens» et c'est vraiment, tu vois, toujours des alignements, c'est OK, si c'est mon choix toute seule, est-ce qu'aujourd'hui, bah, je resterai là et cetera? Ouais. Mmh. Oui, de toute façon, c'est des choix, quand tu es à 2, c'est des choix à 2, mais en revenir quand même à ses besoins en se disant: «Moi, mon choix à moi, enfin, ça serait quoi?» et de se dire, bah, peut-être que, enfin, pour moi, c'est hyper important, tu vois, de remettre au centre la décision dans sa vie parce Mmh. que, trop souvent, on subit et on ne choisit pas en conscience et l'idée, c'est vraiment de dire que on choisit parce que, potentiellement, bah, tu vas te dire: OK, bah, en fait, je reste dans cette ville parce que, bah, mon conjoint, parce que mes enfants, parce que ci, parce que ça. Mais c'est mon choix et enfin, j'ai réfléchi avec ça en disant: «Bah, OK, en effet, c'est OK pour moi parce que, bah, pour moi, c'est plus important mon couple, c'est plus important enfin, l'équilibre de mes enfants». Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer grâce au podcast et par rapport à tout ce que je fais, c'est choisissez. C'est peut-être que là, au final, vous allez rester à l'endroit où vous êtes, mais vous l'aurez choisi et en termes d'énergie, ça change tout, en fait. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est que notre énergie est un vrai actif. Mmh. Un vrai Pour actif. avoir fait un burn-out, je te le confirme. Ah bah, ouais, carrément Ouais, et en fait, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qui, quoi, tu vois? Où? Enfin même, tu mmh, vois? Et ouais, tout est énergétique et ça fait rayonner ton aura, enfin, tu vois? c'est ça. Et je pense que c'est vraiment important de se faire confiance. Moi, j'ai toujours, je parfois, j'ai pas fait assez confiance à ma petite voix. À m Ma mère, elle m'a dit ça il y a pas longtemps, elle m'a dit: «Mais ma chérie, ton intuition, en fait, c'est ton ange gardien» et Oh! ouais, ouais, ouais et ça m'est resté parce que je me suis dit: «En fait, elle a raison». Elle me dit: «Cette petite voix-là, il faut que tu l'écoutes, en fait». Et oui, il faut que je l'écoute. Et ben c'est une transition absolument magnifique sur la question que je voulais te poser après, qui est: comment tu écoutes ton intuition? Comment j'écoute mon intuition? Bah, je le ressens beaucoup par le cœur, le corps. Je sens, un peu plus, de blocage, d'angoisse. Mon corps, il me parle vraiment et avant je n'écoutais pas. Enfin je n'écoutais pas à ce point-là. En tout cas, où il me parlait peut-être moins, j'en sais rien. Enfin bref, ça communiquait pas aussi bien et où il y a ça et il y a vraiment cette voix-là qui tourne en boucle. C'est-à-dire que si je me dis quelque chose, et que ça revient, stop, pause, écoute, entends, observe ce que ça te fait ça, ce message. Et maintenant, c'est un peu mais d'ailleurs je l'ai pour les autres, tu sais, il y a des fois, il y a des choses qui me viennent et comme un guide, tu sais? Quand j'accompagne les pros et cetera, ils me disent: «Oui, mais tu vois, là, est-ce que c'est cette spécialisation-là, est-ce que je me spécialise, je sais pas, dans l'accompagnement, sur l'endométriose? Est-ce que» en fait, il y a une espèce de d'information qui vient, je la capte et je lui dis: «Écoute, j'en sais rien, je te pose ça là,
Tu en fais ce que tu veux, c'est pas une vérité, mais il y a ça qui me vient. Et ça, je le ressens de plus en plus. Je sais pas si c'est parce que je vieillis et il y a une forme de Ou que tu es sagesse. de ou que tu es de plus en plus, ouverte à ton intuition et que tu captes les signaux et Je que tu pense, arrives ouais. à les retransmettre. Mmh. Ouais, je pense de plus en plus et d'ailleurs même quand j'accompagne, tu vois, il y a de l'intuition, il y a je on tape juste quoi De toute et façon, c'est ça, hein, c'est la clé, hein, quand tu es voilà, tu as les techniques de coach, tu as les techniques de sexothérapeute, mais ce qui fait que ça va être alors en effet, il peut y avoir une question de personnalité, mais c'est en effet, c'est de poser la bonne question, c'est de mettre le doigt au bon endroit, c'est ce qui fait que les gens vont venir te voir toi plutôt qu'une autre personne. exactement, Mmh. exactement. À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» Quand j'ai décidé de me choisir, quand j'ai plus eu peur en fait. J'avais toujours ce besoin de sécurité et puis de sécurité financière aussi, hein, quand tu quittes ton job, quand tu es super bien payé en plus. Hem, Quand j'ai fait, tu sais, ce MLM là que je te disais, j'étais super douée quand je travaillais dans les grosses boîtes, j'étais enfin voilà et je me suis dit si je sais c'était quoi mon équilibre, je me dis: «Mais Jess en fait, tu mets cette énergie, heu, ta ton travail», c'est-à-dire que moi je suis une, enfin voilà, je pose enfin j'ai beaucoup d'énergie, je dirais pas workaholic, mais enfin, tu vois? Un peu quand même, hein, tu vois? Enfin, ouais, je kiffe travailler, en fait. Il y a des gens, voilà, mais moi, j'adore Oui, mais parce que travailler. tu kiffes travailler, parce que ça te plaît et parce que tu Voilà. t'éclates et que tu utilises tes talents et que ça a du Ouais, sens pour toi. ouais, j'apprends oui, voilà, je pense que, voilà, ce serait autre chose, peut-être pas, clairement, je serais en bad, mais en fait, je me suis dit, par rapport à ta personnalité, par rapport à ton savoir-faire, par rapport tu sais, on parlait de zone d'excellence et zone de génie. Et je me suis dit: «Mais en fait, quand tu es dans sa zone d'excellence, tu as ce résultat, ce résultat. Imagine si tu es dans ta zone de génie, tu peux pas te planter. Parce qu'en fait, tu as tout plein de ressources, tu as de l'énergie, tu penses bien, tu es stratège, tu aimes les gens, tu influences, heu, tu communiques». Enfin, tu vois, j'ai regardé toutes les ressources que j'avais à mon actif et j'ai regardé toutes mes expériences, tous mes boss qui m'ont fait confiance, qui m'ont augmenté, qui m'ont promu et tout et je me suis eux, ils m'ont vu. Maintenant, c'est à toi de te voir, tu vois? C'est très beau. Mmh. Mmh. Ouais et puis c'est se donner la permission de pouvoir vivre une vie qui te correspond. C'est exactement ça. En fait, je pense que de toute façon, à un moment donné, moi, j'étais en apnée, j'ai tout fait et ce rayonnement et en fait, j'avais mal pour cette petite fille. Parce qu'en parallèle, il y a, en parallèle de tout ça, je me suis fait accompagner. Quand je faisais le tantra, je me suis fait accompagner, en coaching sur un parcours d'accompagnement sur la petite fille intérieure, la connaissance de soi, l'amour de soi et en fait, c'était le moment de me choisir, tu vois? Encore plus parce que là, je m'étais déjà choisie finalement parce que je faisais déjà, voilà, j'étais déjà dans le psychocorporel et cetera. Mais encore plus pour pousser sur la sexothérapie, pour dépasser le Pour regard de assumer. l'autre, Mmh. ouais, pour assumer et surtout, il y a mon autorisation et puis je suis devenue vraiment le bon père et la bonne mère pour moi et mine de rien, les accompagnants et c'est ce que je fais même quand j'accompagne moi aussi, heu, je donne l'autorisation et l'accompagnante que j'ai eue à l'époque, elle était géniale. Elle était super et quand l'autre te dit: «Ouais, mais moi je te vois bien dedans en fait, je te veux bien ser», tu vois? Ça te donne l'autorisation et je pense que ce chemin-là, peut-être que je l'aurais pas fait autant si j'avais pas été accompagnée. Pas aussi vite, Ah oui, de toute façon, avec autant de puissance. Mmh. tu prêches une convaincue, hein. C'est qu'en fait, je suis convain oui, toi, tu as réussi à trouver ça, mais tu t'es fait accompagner au fur et à mesure. Mais en fait, il y a un moment donné, tu as besoin de te poser, d'avoir les bons outils. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai créé ma méthodologie pour permettre aux personnes de savoir, quelle est leur raison d'être, quel est leur pourquoi, quels sont leurs Mmh. talents, quelle est leur place. Parce que ça te permet d'être sûr de trouver la réponse et de gagner mais tellement de temps et tellement d'énergie et tellement de doutes et de moments où, comme tu disais, j'adore cette expression, où tu es en apnée, en fait, où tu te dis: «Bah, à la fin, oui, je m'autorise à être moi, je m'autorise à prendre ma place
et à choisir en fait et ça change tout et moi mon rêve ultime, c'est que le monde entier soit à sa place parce que, et ça veut pas dire, être entrepreneur, ça peut être, salarié, ça peut être, freelance, ça peut être n'importe. Ça peut être mais juste se dire: «Bah, voilà, je sais qui je suis et je m'autorise à être moi» et ça on le monde serait tellement plus beau. Carrément. Mais c'est ça et je pense que tu te rends compte si tout le monde était à sa zone de gé dans sa zone de génie, le monde serait merveilleux. C'est ça. Il y aurait pas de burn-out, il y aurait pas de dépression, il y aurait pas de maladies, voilà, j'en passe, hein, tu vois? Je peux pas citer toutes les maladies, mais Mmh. enfin, il y a les moi, je suis dans le couple, j'accompagne aussi les couples, mais Ah bah, les crises de couple, hein, bah, c'est une certitude, hein, quand bah, tu vois le ouais. nombre de et puis même, tu vois, si on parle du couple, c'est que, souvent, alors moi j'ai divorcé, post burn-out, mais parce que, en fait, j'avais passé ma vie à mettre un masque et que le jour où j'ai enlevé ce masque, bah, voilà, le père de mes enfants m'a dit: «Mais en fait, cette personne ne me convient pas et tu es devenue» alors il me dit: «Tu es devenue la meilleure version de toi-même». Alors, en fait, j'aime pas cette expression maintenant. Je dis: «En fait, c'est pas que tu deviens la meilleure version de toi-même, c'est que tu te révèles être toi, en fait» et Exactement. heu et tu as énormément de gens, en fait, qui finalement divorcent post burn-out, post, reconversion. Alors, il y en a pour qui, finalement, c'est un mal pour un bien. Il y en a d'autres pour qui, bah, ça aurait pu se faire de façon plus douce, mieux accompagnée pour justement, faire en sorte que ça se passe bien. Tu vois, ça me fait penser au livre de Raphaël Giordano que j'ai eu, le plaisir d'interviewer, qui a écrit «Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une». Mmh. Je sais pas si tu l'as lu ce livre? Non, mais on m'en a déjà Alors, parlé. Ouais. ça a été le premier livre, enfin, 1er roman de développement personnel qui a été un best-seller en France et en Mmh. gros, c'est l'histoire d'une femme, bon, qui rencontre une personne qui est un routinologue et qui l'aide à sortir du coup de sa maladie qui est la routinologie, qui, lui permet donc de sortir de sa routine et donc elle commence à vivre, à s'exprimer, à se choisir et donc forcément, bah, ça crée une tension dans son couple. Et du coup, justement, bah, du coup, le routinologue l'aide à pouvoir faire en sorte que son couple puisse avancer ensemble parce que, bah, elle avance beaucoup plus vite sur son cheminement intérieur et que on le sait, hein, quand tu travailles sur toi, bah, ça peut créer des tensions dans ton couple parce que, bah, tu as des prises de conscience et que tu comprends pas forcément pourquoi ton conjoint, il a pas ces prises de conscience ou bah, du coup, ça te crée des perturbations à l'intérieur de toi et que ton conjoint, il supporte pas forcément. Et d'où l'importance, en effet, bah, d'avoir des gens comme toi pour pouvoir accompagner et de dire: «Bah, voilà, vous étiez 2 personnes». Tu vois, ça me fait penser à ma psy à l'époque qui me disait: «Vous étiez sur un tandem et là, maintenant, vous êtes, tous les 2 sur un vélo l'un à côté de l'autre». Mmh. Et j'avais trouvé ç à l'époque, j'étais là: «Mais non, mais moi, j'ai pas envie d'être de vélo, j'ai envie de rester sur mon tandem». Mmh. Et Ouais. bon, autant te dire que maintenant, post-séparation que j'ai rencontré quelqu'un, avec qui ça va bientôt faire 4 ans, en fait, bah, non, on est chacun sur notre vélo et c'est beaucoup mieux comme ça. Mmh. Mais parce qu'avant, je m'autorisais pas à être une personne sans l'autre. Mmh. Ouais, je comprends et c'est chouette parce que waouh, je suis en train de me dire le parcours, c'est-à-dire que tu as les post burn-out, tu es enfin, du coup, voilà, ça s'est terminé. Tu as rencontré quelqu'un d'autre. Alors moi, tu sais, je suis dans Ouais, le couple, hein, donc bah, forcément, oui, tu je sais, là, sais. tout de suite, je suis là: «Attends, attends, voilà et je trouve ça magnifique parce que finalement, on parle d'alignement aujourd'hui, alignement, professionnel, mais finalement, Ah l'alignement, non, c'est mais pas c'est l'alignement de la vie. Bah, non, mais c'est l'alignement de et la s'il y vie, a un sinon en fait endroit où c'est, tu vois, ça a un impact ça sur le gratte, reste, en fait. mais ça en fait, tout est impactant. Enfin, d'ailleurs, l'idée, c'est vraiment de dire aux personnes: «Il faut que tu sois aligné partout» parce que, tu vois, quand à l'époque, j'étais, directrice marketing, bah, comme toi, j'ai eu des gros postes, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche et je posais cette question sur les valeurs et on me disait toujours: «Mais, valeurs pro ou valeurs perso?» Je dis: «Mais en fait, vous êtes un humain unique». Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, dans ma méthodologie, dans mon approche, c'est ce que disent tous mes clients, c'est qu'on n'est pas là pour parler du pro, on est là pour parler de la personne. Donc oui, on va parler du pro, mais on Exactement. va parler aussi du perso parce que tu es une personne unique et les accompagnements qui s'arrêtent juste à la sphère, pro, comment veux-tu savoir dans quel job tu vas être épanoui si tu ne te connais pas? Carrément. Ah, Mmh. c'est une certitude. Mmh. C'est quoi pour toi la réussite? Grosse question. Je me suis posé la question il y a pas longtemps. Alors, au départ, c'était la réussite, tu vois, moi, je voyais la réussite par rapport à la réussite pro. Pour moi, c'est en fait, ne jamais perdre ce rayonnement intérieur. Pour moi, la réussite, c'est ma boussole maintenant. C'est, je réussis
parce que je ne perds pas mon rayonnement intérieur. Et j'essaie de suivre ça, tu vois? Dès que je sens que je suis triste, que je vibre pas, que et maintenant je me pose toujours la question: «Est-ce que tu vas trouver du plaisir? Est-ce que tu vas rayonner? Est-ce que c'est toi, en fait?» Tu vois? Et peu importe, je sais pas, il y a un projet, c'est ouais, OK, il est peut-être que c'est pas le projet le plus rentable du monde. Bah, ouais, OK, j'ai envie de faire un voyage et ça me fait plaisir et ça me fait vibrer, bah, OK. Pour moi, la réussite, c'est réussir, hem, parce que je pense que c'est une vigilance. Enfin, moi, je suis vigilante avec ça, tu vois? C'est-à-dire que je suis en alerte, je fais attention, pour jamais perdre ce rayonnement intérieur parce que je sais qu'à chaque fois que je l'ai perdu, et maintenant je sais, c'est que je suis très triste, hein. Alors, de l'extérieur, ça se voit pas, mais dès que je C'est ce qu'on disait, ouais, hors micro tout à l'heure, c'est qu'en effet, ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais ce qui se ouais, passe. mais les gens qui te connaissent, ils savent. C'est-à-dire que moi, j'ai de la enfin, je suis très expressive en plus, donc les gens qui me connaissent bien, savent quand vraiment je suis pas bien, tu vois? Parce qu'en fait, je perds cette joie de vivre, ce rayonnement, mon visage, il est mon visage est différent. Heu, Tu sais, c'est Ah les bah, de toute des façon, c'est assez fou de voir, tu vois, dans les masterclass que je fais, j'ai une frise chronologique de ma photo. mmh, Mais c'est un truc de malade, en fait. C'est que tu dis: «Mais l'alignement, il se voit». Alors, j'ai pris j'ai pris 6 ans en plus, mmh, quelques petites rides, mais en fait, il y a un rayonnement quand tu es à ta place. Tu as le teint gris, enfin, quand tu pas quand tu voilà, l'apnée, tu voilà, c'est comme tu disais, bah, tu as le teint gris, tu as les épaules, qui tombent, tu en fait, tu as toute ton aura qui est complètement grise et à partir du moment, bah, où tu es à ta place, bah, en fait, tu as toute la lumière qui s'exprime, quoi. mmh, clairement, mais clairement et je pense que c'est vraiment ça et c'est d'être, de se voir quand est-ce qu'on se connecte à la joie, qu'est-ce qui donne de la joie et c'est la boussole intérieure et pour moi, c'est ça la réussite. Qu'est-ce que tu penses que la petite Jessica de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Mmh, suis ton intuition. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Merci pour ta guidance parce que c'est la petite fille qui est là, qui me quitte pas en fait. Merci pour ta guidance et merci pour sa confiance parce que finalement, bah, on se tient la main toutes les 2. Mmh. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Mmh, alors ça dépend, tu veux dire aujourd'hui ou les renoncements que j'ai dû faire? Aujourd'hui. Heu, je renonce au fait que la réussite soit que professionnelle, que, ma sœur est psychiatre et je l'adore, elle est très rationnelle, pragmatique. Elle m'a dit: «On peut tout avoir mais pas en même temps». Mmh. Bah, je suis OK avec ça, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choix qu'on fait et peut-être que, dans un projet pro ou autre, bah, peut-être que je vais pas me sentir sécurisée ou bah, moi j'accompagne aussi des personnes en reconversion pro donc parfois, bah, il y a des sacrifices. Tu pars pas en vacances, tu fais attention à l'argent et puis en même temps tu fais ton projet et tu penses à toi, professionnel à côté. Hem, je trouve que c'est juste de se dire que oui, peut-être qu'en fait, on peut tout avoir mais pas en même temps et que c'est des choix. Mmh. Ouais, il y a des moments où il faut savoir, bah, c'est ouais, c'est choi on en revient au fait de choisir. Exactement. C'est ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De celle que je suis aujourd'hui. Et ça on en a parlé un peu tout à l'heure, ça veut dire quoi pour toi être aligné? C'est vraiment l'alignement, tête, cœur, corps, hein. Mes pensées sont alignées avec ce que je ressens, ce qui est juste pour moi et je ressens dans mon corps que ça vibre, que c'est doux, que ça circule. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Mmh, fais-toi confiance. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Profite du moment présent. Est-ce que tu veux Attends, partager il y a un ton autre attends, profite du moment présent et une chanson comme un titre de chanson que ma mère me dit souvent. Alors j'adore ma mère, elle est très sage. C'est, «Un jour à la fois». Mmh. On laisse, réfléchir.
Mmh. Un jour à la fois. Ah, c'est beau. C'est Mmh. une chanson? Oui. OK. Un jour à la fois, enfin, je vais pas vous la chanter, mais et je trouve que quand tu passes des moments, un peu compliqués ou que tu doutes, c'est, moment présent et un jour à la fois et en fait, chaque jour tu vas vers ta direction, mais en fait, c'est comme ça que tu construis. C'est quoi tes prochains défis? Mmh. Tu vois, je pense toujours au pro, mais le perso aussi. C'est, mon prochain défi, c'est, de continuer. Alors moi, j'adore accompagner et j'adore, former. Donc c'est continuer, Mmh. enfin, je suis très heureuse qu'on me fasse confiance et de plus en plus confiance, en tout cas que les pros me fassent confiance. Donc c'est continuer à faire ça et en perso, c'est, m'autoriser à voyager, parce que comme je bosse beaucoup encore, sans culpabiliser. C'est, genre, j'ai c'est ça, ça me fait vibrer et ça me met en mouvement et d'accueillir que le mouvement me met en joie, bah, ouais, changer de lieu de vie et m'autoriser aussi à me dire, «Ouais, quel lieu de vie me fait kiffer, en fait?» Ouais et potentiellement, il y en a plus. Ça peut tu peux bouger, tu peux être, si Ouais, si te si c'est ton mmh, enfin, si c'est ton choix par rapport à ta situation de vie. c'est ça, exactement. Si une personne nous écoute et elle est, que toi, la Jessica, qui est à Londres, qui est en apnée, qui se dit: «Mais en fait, c'est pas ma place, mais bon, en fait, en vrai, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai un gros job, ou j'ai un job, avec la sécurité financière». Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? On n'a qu'une vie, ouais, on n'a qu'une vie et en fait, le temps passe. Mmh. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Mmh, père riche, père pauvre, livre business, mais j'ai ça et puis, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est, de Paul Coelho. C'est pas Paulo l'alchimie. Coelho? Ouais, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Heu, Oui. ah non, attends, bah non, mais attends, mon livre? Puissante et orgasmique, quand même Jess! Ouais, puissante et orgasmique. J'ai trouvé très chouette le titre de ton livre. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as Ouais, trouvé bah, chouette? ouais, j'aime le côté puissante on l'entend pas assez le fait que, on doive être des femmes puissantes et qu'on puisse l'assumer et que, on est dans une société où les femmes, on a trop tendance à s'excuser d'être présentes et de penser à nous, à penser qu'aux autres et voilà, le fait qu'on puisse être puissante et orgasmique, bah, voilà, le côté se dire, bah, en fait, on est ouais, enfin moi j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, hein, donc autant te dire que, parler d'orgasme, c'était pas du tout Mmh, dans les conversations, du dimanche et en mmh, effet, c'est d'assumer, voilà, de ouais, sa part de féminité, le fait qu'on ait le droit de prendre du plaisir. Tu vois, d'ailleurs, c'était une autre je l'ai interviewée plusieurs fois, Christelle Petit-Colin et notamment une fois sur les émotions. Et elle mmh, disait qu'en fait, la joie et la colère sont des émotions qui sont, de façon sociétale réservées aux hommes parce qu'une femme, bah, c'est la joie, bah, une fille de joie, une femme en colère, c'est une hystérique et voilà, une femme qui dit qu'elle a un orgasme, un mec qui explique qu'il a eu un orgasme, bah, c'est normal, une femme qui en parle, on va potentiellement la juger et donc mmh, j'ai trouvé ça, très chouette. mmh. Mais c'est vrai, tellement vrai. Enfin bref, voilà, on pourrait en parler pendant des heures de ça. C'est ça. Hem, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Avant qu'on se quitte. Après, j'aurai une dernière question. Mmh, à ma mère, parce que, parce qu'elle a suivi les conseils de mon père sur, les filles sont des patronnes. Parce elle a beaucoup de sagesse et qu'en fait, encore aujourd'hui, sa sagesse m'accompagne. Comme ma sagesse l'accompagne aussi parce que finalement, hein, quand on est 2 femmes, c'est de femme à femme. Et puis à mon père aussi pour, l'audace. En fait, j'ai été petite fille libre depuis toute petite et en fait, je pense qu'il adorait cette petite fille libre et il n'a pas coupé cette petite fille libre et qui fait que je suis aussi la femme que je suis aujourd'hui. Et on m'a dit quelque chose, des clients à moi justement de l'académie m'ont dit, «En fait, ce qu'on a adoré avec toi dans ce stage», parce on a passé une semaine, c'est, ta liberté d'être
et le fait que du coup ça nous donne l'autorisation d'être. Et je pense que ça vient beaucoup de mon père. Mmh. Trop chouette. Alors pour les personnes qui ont envie, de te suivre, de découvrir ton travail, donc ton entreprise s'appelle Secret Therapy Academy. Ouais. On peut te retrouver sur les réseaux, Jessica Pirbet. Si, il y a des personnes qui tu fais à la fois de l'accompagnement individuel, donc pour accompagner des personnes qui ont des problématiques par rapport à la sexualité, donc comme on t'en a parlé tout à l'heure, mais également tu accompagnes du coup des sexothérapeutes à devenir, Ouais, c'est ça. autonomes et dans leur zone de génie, J'aime toujours autant accompagner, en fait, je peux accompagner n'importe quelle problématique parce que finalement, moi, je remets du vivant et je rallume la flamme. Donc peu importe là où elle est éteinte, mais avec une spéci enfin, mais non, pas mais et avec une spécialisation, couple, aussi sexo. J'accompagne beaucoup de couples en ce moment, alors, je sais pas, c'est peut-être, il y a peut-être plein de crises en ce moment, j'en sais rien. Mais, voilà, et puis j'accompagne donc c'est effectivement les pas forcément sexo, donc ça peut être des couples, qui n'ont pas de ouais. problème au niveau sexuel. Complètement, OK, complètement. Des personnes, qui, je sais pas, où il y a un ou en tout cas le symptôme et le couple la sexo, mais finalement tu regardes la cause, c'est bien plus, c'est voilà, c'est oui. généralement enfin tu sais, hein, c'est beaucoup plus profond que ça et j'accompagne effectivement des pros, à la reconversion pro sur ces métiers d'accompagnement avec ma méthode, la méthode Secret Therapy et également, de mentoring justement, développement d'activité pour ces personnes-là qui sont dans le thérapeute, accompagnant et cetera. Trop chouette et on peut te retrouver dans tes magnifiques communautés, que ça soit sur Instagram et YouTube. Exactement. Trop bien. Un immense merci, Jessica. Bravo pour tout ce que tu fais et puis, j'espère que ton témoignage va pouvoir, inspirer, de nombreuses femmes et hommes à se dire qu'ils ont le droit de se choisir. Complètement. Merci à toi pour ton invitation, Charlotte, et pour cette conversation hyper profonde et les questions que tu as posées. Ça te ramène, c'est cool. Merci. Merci et puis, merci aussi du coup à Flavie Prévost qui nous a permis de nous rencontrer, grâce à son super événement. Ah mais carrément. Merci Flavie. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.